Merci d'être avec nous, Ron. C'est vraiment un honneur parce que tu es une direction d'école qui a appuyé ton personnel enseignant et les autres membres du personnel, orthophonistes, psychologues. Ron a accompagné une école et maintenant il accompagne tout le conseil scolaire, Ron, dans la mise en œuvre de la structure, la littératie structurée. Alors, oui, ça existe, les gens. Il y a une personne qui peut faire une grande différence dans un conseil scolaire, voici Ron. D'accord? Vraiment, on est tellement chanceux de t'avoir parmi nous parce qu'il n'y a personne d'autre qui existe au Canada comme toi. Vraiment. Wow. Ça, c'est très généreux de ta part. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, Joanne. d'accord. Commence. On a très hâte de t'entendre. Merci. Alors, j'aimerais remercier aussi Michel, Élise et Joanne pour les présentations incroyables aujourd'hui. Je ne peux pas croire le niveau d'expertise qui a été partagé et tout en français. Je sais bien que dans mes expériences, c'est tellement rare d'avoir cette richesse de contenu et d'expertise partagée dans le contexte de la littératie structurée. J'ai appris tellement aujourd'hui. J'ai hâte de continuer à apprendre avec vous tous dans les mois et des années à venir. Alors, pour ma présentation, j'ai moins peut-être à vous partager en termes d'apprentissage et plus une histoire à vous raconter. Et ce que je vous partage, c'est un peu comment, comme directeur d'une école, j'ai travaillé avec des équipes d'enseignants, de cliniciens et d'autres pour vraiment raffiner ma pratique tout au long de ma carrière. Alors, pour moi, je peux peut-être partager un peu de où ça a commencé. Premièrement, ma langue maternelle, c'est l'anglais. Je n'ai pas appris le français vraiment jusqu'à ce que j'ai commencé à enseigner. Alors, c'est vraiment tout un apprentissage de langue pour moi. Mon poste comme enseignant au début de ma carrière était prof de musique. J'ai enseigné la maternelle à la 6e année et ensuite le secondaire pendant 10 ans. Et après ces 10 ans, j'ai été nommé directeur adjoint de mon école secondaire que j'ai fait pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai été nommé directeur d'une école élémentaire. Alors, tu vas remarquer rapidement dans tout cela que j'ai aucune expérience et aucune connaissance pour l'enseignement de la littératie, pour le développement de le jeune enfant ou toutes les choses que tu penses seraient nécessaires pour l'apprentissage à ce niveau. Alors, pour moi, en rentrant dans l'école alimentaire, il faut vraiment décider qu'est-ce que je ne connais pas, qu'est-ce qu'il faut apprendre et vraiment là, qui va m'aider. Alors, j'étais vraiment chanceux d'avoir beaucoup de personnes autour de moi tout au long de ma carrière qui sont vraiment des personnes modèles dans la profession de qui j'ai beaucoup appris. Alors, je dois remercier tous ces collègues qui m'ont amené à ce point-ci. Alors, pour moi, le but de tout ce qu'on fait en termes de littératie et de tout ce qu'on fait en général en éducation, selon mes croyances au moins, c'est l'idée de l'inclusion. Alors, si on croit que l'immersion est un programme fiable, un programme qui peut vraiment répondre aux besoins de tous les élèves, il va falloir qu'on regarde à cela dans ce contexte pour qu'on puisse offrir une programmation qui va répondre aux besoins de tous les jeunes. Et pour moi, cet apprentissage et cette croyance a développé pendant mes années comme enseignant. Comme prof de musique, j'ai remarqué que parfois, j'ai perdu des élèves de mon cours. Et quand tu essaies de bâtir un programme, de perdre quelques élèves, parfois, la différence est remarquable. Dans un ensemble de musique, tu remarques cela. Et dans certains cas, c'est parce que les élèves voulaient aller aux écoles anglaises, comme un prep school, sorte de choses, ou d'autres parce qu'ils avaient des difficultés d'apprentissage en français et donc ils ont juste changé de programme parce qu'ils pensaient d'avoir plus de succès dans les écoles anglaises. Et c'est de là où j'ai commencé mes études pour ma maîtrise et où j'ai écrit une thèse au sujet de niveau d'attrition dans les écoles d'immersion secondaire. Moi, je travaille dans un environnement qui appuie vraiment fortement les programmes d'immersion. Nous avons 13 écoles d'immersion. Toutes les écoles sont des écoles de voie unique. Nous avons 2 écoles secondaires qui sont exclusivement pour l'immersion. Alors, on n'a pas d'école double voie. Tout le personnel est bilingue. Tous les sujets sont enseignés en français. Alors, c'est vraiment un modèle qui est évolué d'un modèle des écoles francophones.
Mais vraiment, là, on commence à voir de plus en plus une grande représentation de la population. Ce n'est plus une population élite. Et donc, on doit raffiner un peu nos pratiques pour répondre à ces besoins divers dans nos écoles. Alors, pour moi, c'est de dire que chaque élève se sent inclus et valorisé à l'école, mais tout le monde veut ça. Mais dans une école d'immersion, ce n'est pas toujours évident. On utilise parfois la langue comme une excuse pour qu'un élève en difficulté ne peut pas réussir. Et c'est à nous maintenant de regarder et de réfléchir un peu sur nos pratiques pour voir comment est-ce qu'on peut assurer cette inclusion dans notre pratique. Alors, comme directeur d'une école élémentaire, j'ai commencé à regarder à vraiment qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le rendement de mes élèves. J'ai commencé dans un quartier avec une gamme de besoins socio-économiques, socio-affectifs qui était pas mal large et il faut avoir une réponse variée pour cette communauté. Mais la base de cela vient de mes expériences avec des communautés d'apprentissage professionnels. Et de là, tu dois commencer avec un point de départ qui est axé sur les données. Quelle est l'information vraiment qui nous dit où est-ce que nos élèves sont rendus? Pour établir ces données, il faut décider qu'est-ce qu'on veut même mesurer, qu'est-ce qui est important pour les élèves d'apprendre. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui et vous n'avez pas vraiment fait beaucoup de travail sur la littératie structurée, et que plusieurs avaient déjà mentionné qu'ils travaillent dans un système où est-ce que c'est très limité, où est-ce que les idées de GB+, ou PM Benchmarks ou autres, c'est ce type de genre d'évaluation se fait. Ça, c'est le système où ce qu'on vit, jusqu'à ce qu'il y ait un différent système. Alors, un peu à la fois, on peut transformer le système à qu'est-ce qu'on veut, mais à l'intérim, on doit travailler à l'intérieur du système existant. Alors, pour moi, c'est là où j'ai commencé il y a 15, 17 ans. Je me souviens plus maintenant combien de temps que c'est, mais on commençait à utiliser les données existantes. Et pour nous, c'était un test de la maternelle qui était fait à travers la division, qui s'appelle le PASTAR. Le PASTAR est un test de conscience phonologique développé par les orthophonistes au Manitoba. Alors, les normes sont basées sur les résultats du Manitoba. Et on l'a utilisé dans toutes nos écoles alimentaires dans notre division anglais et français. Le test se fait en anglais. Alors, on n'a pas vraiment regardé aux résultats dans le passé. Je n'ai pas connu d'autres écoles qui les ont utilisés beaucoup pour informer la pédagogie ni les interventions. Et ensuite, on avait des résultats de GB+, en français et de Fountas and Pinnell en anglais. Alors, moi, j'ai essayé au début de juste utiliser ça, regarder ça de différentes façons et voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette information pour cibler certaines interventions pour certains jeunes identifiés potentiellement à risque. Alors, pour ça, il faut vraiment être prêt à apprendre, inventer et ensuite réfléchir pour raffiner qu'est-ce que tu es en train de faire. Alors, en faisant cela, c'est très facile à voir qui sont les élèves parce que vraiment, à la fin du jour, tu peux motiver les personnes à faire des changements si tu peux mettre un visage et un nom à une source de données. Si je vous donne un pourcentage, disons, 30% de nos élèves ne sont pas capables de lire au niveau, ben, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire rien. Mais comme enseignant, si je dis dans ta classe, il y a Johnny, Julie et Sam qui ne peuvent pas lire et leur niveau de lecture est un retard de plus qu'un an. Alors, quel est l'impact sur l'enseignant à ce moment-là? Je sais bien que ça devienne quelque chose de plus personnel et que ça peut te motiver pour faire plus pour ce jeune-là. Parce que là, si tu as le nom, le visage d'élève, tu t'es intéressé dans l'historique du jeune. Quelle est son expérience avec l'apprentissage, l'école, les besoins de la famille, autre chose. Et là, ça devient plus une connexion personnelle avec l'appui que tu vas donner à l'élève. Ensuite, tu dois établir, si tu es une prof dans la salle de classe tout seul, tu peux faire ça, mais au niveau de notre école, qu'est-ce que nous avons fait? C'est qu'on a établi une gamme de résultats pour chaque niveau. Et ensuite, on a décidé quel est le niveau qui mérite une intervention. Et si l'élève ne peut pas atteindre un certain niveau, l'intervention était automatique. Et ensuite, on a décidé, quelle intervention est-ce qu'on va faire qui va mieux répondre aux besoins identifiés.
Alors, tout cela se fait dans le contexte avec les données que je t'avais mentionnées avant, avec le PASTR et avec les résultats de GB+, et Fountain Panel. Ce n'était pas bien informé, ce n'était pas basé sur les sciences, mais c'était un début, il y a 15 ans. Voici un exemplaire d'une grille d'évaluation que j'ai partagée avec les équipes d'enseignants. Alors, ça juste démontre leur niveau de lecture pour leur classe. Et j'ai mis en couleur. J'aime bien les couleurs parce que les couleurs sont très faciles à comprendre. Souvent, quand on voit rouge, c'est pas une bonne chose. Alors, c'est la même chose ici. On le voit en rouge. Ce sont des élèves qui démontrent un retard de 1 an ou plus comparé à nos attentes pour leur niveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire pour nous qu'un élève qui a un retard de 1 an ou plus a deux choses possiblement en jeu ici. Un, c'est qu'il a un retard d'apprentissage et l'autre, il a un trouble d'apprentissage. La seule façon qu'on va savoir la différence, c'est soit on fait beaucoup plus d'évaluation ou qu'on essaie des interventions et voir si l'élève peut continuer à se rattraper et de faire du progrès. Sans faire ces choses-là, tu ne vas jamais savoir la différence. Et je sais bien que dans nos écoles aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui ont des retards d'apprentissage. Ils sont capables d'avoir du succès, mais il y a un manque de structure dans l'enseignement potentiellement, mais même dans les anciens systèmes d'apprentissage, je peux vous dire, selon mon expérience, continuez à juste donner plus de temps de pratiquer, donner plus de temps avec des adultes, à impliquer la maison dans le processus. Et là, tu vas avoir plus de succès. Je l'ai fait au niveau d'une école pour commencer, mais si tu es enseignant aujourd'hui, tu peux établir ça comme une routine dans ta salle de classe. Tu peux faire tes propres learning sprints à l'intérieur de ta salle de classe, juste en disant, voici des élèves que je vais cibler, voici un but que je vais fixer. Le but doit se faire dans un certain montant de temps. Voici qu'est-ce que moi je vais faire. L'élève va faire ça, le parent va faire ça. Ça prend un peu de coordination, mais en même temps, tu peux certainement le faire si tu as une idée claire dans quelle direction tu veux aller. Conscience phonologique en maternelle. Alors, comme j'avais mentionné, on avait dit qu'on fait le PASTR avec tous les jeunes. On a collectionné tous les résultats, mais j'avais aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire conscience phonologique? N'oublie pas, prof de musique, secondaire, aucune expérience, jamais enseigné la lecture dans ma vie. Mais j'étais curieux, alors ça c'était important. Et donc, je commence à parler avec mes profs en service aux élèves qui m'ont informé un peu au sujet de ça. Et finalement, j'ai parlé beaucoup plus avec l'orthophoniste qui m'a expliqué qu'est-ce que c'est la conscience phonologique et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre au sujet de cela et qu'est-ce qu'on devrait faire et pourquoi est-ce que c'est important. Peu importe où ce que tu es rendu, si tu es à cet atelier aujourd'hui, si tu es au début de cela, la conscience phonologique est un excellent point de départ pour les profs. C'est très accessible, c'est facile à comprendre. On a beaucoup plus de ressources aujourd'hui que jamais et c'est un aspect absolument essentiel dans le développement de l'élève et sa lecture, comme vous avez entendu de toutes les présentations aujourd'hui. Alors, moi, j'avais aucun contexte. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider. Et maintenant, je comprends. So, on va inventer une intervention pour cela. Au début, c'était de simplement donner des outils aux parents et dire, non, il y a certains besoins et vous pouvez aider la lecture de ton enfant si tu fais certaines pratiques à la maison. Mais comme tu sais, s'il n'y a pas un but fixé pour le parent et un temps limité, le parent n'est pas toujours très engagé. Alors, après d'avoir essayé ça dans un contexte, dans une école, je suis allé à une autre école où une autre équipe a contribué leurs idées à cela. Et de là, ils ont développé tout un système d'intervention pour les jeunes en maternelle dans le contexte des petits jeux à court terme, 2 à 6 semaines au maximum, qui n'impliquaient pas vraiment les parents à ce point-là. Et on avait fait un système où on avait fixé des buts pour le jeune pour voir si elle a réussi ou non. Et ensuite, c'est vraiment, s'il n'a pas réussi, il y a un deuxième temps dans l'année plus tard. C'est pas comme on veut consommer ça pour une éternité. Et en même temps, j'ai réussi à implanter, les profs de la maternelle ont réussi à implanter beaucoup de stratégies de conscience phonologique dans leur salle de classe. Et je vais en parler plus tard dans la présentation en détail.
Alors, on a été informés par la recherche et la recherche indique clairement que l'intervention précoce en conscience phonologique est essentielle, surtout dans les programmes d'immersion française. Et ensuite, il y avait cette question, dans quelle langue est-ce qu'on le fait? Alors, il faut vraiment avoir une guide. Et pour nous, la guide était toujours la science. Si tu es bien informé, aujourd'hui est un excellent exemple de l'impact de la science dans notre profession. Si tu peux suivre la recherche et vraiment informer tes décisions par une recherche qui est bien acceptée, tu vas avoir de meilleurs résultats. Tu ne peux pas juste deviner, ben, je me sens pas à l'aise de faire ça, donc je le fais pas. Ou je me sens à l'aise de faire ça, donc je vais le faire. Souvent, si tu prends cette approche-là, ce qui est pas bien informé, tu vas peut-être pas avoir l'impact désiré. Si tu veux maximiser l'impact de ton travail, de ton enseignement au niveau 1, puis d'intervention au niveau 2, tu veux vraiment informer qu'est-ce que tu vas faire selon la recherche. Alors, nous avons regardé la recherche canadienne. Heureusement, il y en a beaucoup pour l'immersion. Wise et Chen nous a informé beaucoup avec leurs études. Genesee aussi et d'autres, comme tu peux voir ici. Alors, cette question, intervention en anglais ou en français, ben, conscience phonologique, étant donné que c'est un concept essentiel et selon la recherche, surtout de Wise and Chen et Genesee, on a décidé, on va faire maternelle en anglais. Pas l'enseignement dans la salle de classe, mais l'intervention. Et tu penserais, ben, tu ne devrais pas aligner l'enseignement avec l'intervention. Le concept est bien aligné. Ça t'est renforcé dans la salle de classe en français. La langue est essentielle de garder en français dans la salle de classe. Je pense que ça, c'est un environnement qu'on veut établir pour introduire tout le vocabulaire, pour habituer les élèves de vraiment de nous parler et d'entendre le français dans la salle de classe. Mais vraiment, à cause que c'est tellement important de maîtriser ces concepts de conscience phonologique, on a pensé, on ne peut pas attendre pour avoir le vocabulaire nécessaire pour faciliter cette instruction en français. Et donc, on a décidé de le faire en anglais selon cette recherche. Et ce qu'on a trouvé, c'est que oui, les élèves ont très bien reçu cette intervention. Et ce que le prof a remarqué même, c'est que les élèves rapidement ont transféré ces compétences en anglais dans la classe en français. Ils participaient plus, ils avaient plus de confiance. Alors, juste ça, ça vaut la peine d'essayer parce que là, tu peux avoir un impact immédiat sur le jeune au point où est-ce que c'est pas déjà établi chez le jeune où est-ce qu'il ne se voit pas comme apprenant. On commence aussitôt que l'apprentissage commence à offrir les appuis nécessaires pour les jeunes selon l'information qu'on a ramassée au sujet du jeune. Alors, je peux vous montrer les résultats ici. Nous avons un partenariat avec l'Université de Toronto et Becky Chen et son équipe à la Multilingualism and Literacy Lab qui ont fait une analyse de notre travail. Et tu peux voir le score qui était sur le PASTAR au début, de 13,62. Et là, maintenant, après l'intervention, voici le résultat. Alors, pour eux, évidemment, nos interventions avaient un impact significatif et les élèves ont bien réussi. Et tu peux voir dans le prochain diapo les différents aspects du test qu'on a ciblés à la maternelle. Parce que le PASTAR n'est pas comme le PASS de Kilpatrick ou de CTOP ou autre. C'est divisé en... Je ne suis pas ici pour promouvoir le PASTAR. Nous ne l'utilisons plus, mais à ce temps-là, c'est ça qu'on utilisait. Mais je peux voir de rhyme awareness, de pre-test et post-test. Pre-test était au mois d'octobre, le post-test au mois de mai. So avec l'intervention et aussi l'enseignement dans la salle de classe en français, là, c'est la différence dans le résultat. Alors, il y a 3 sections du test qu'on a vraiment ciblé à la maternelle. Rime, son initial et syllabe. Et chaque intervention, le syllabe est très facile. Le son initial, presque, c'est un peu plus de temps que le syllabe, typiquement. Et l'un qui a pris le plus longtemps, c'est le rime. On a certainement changé tout cela. Je n'utilise pas ça comme un modèle pour d'autres à suivre aujourd'hui, mais j'essaie de vous donner une idée de où est-ce qu'on a commencé. Et juste pour vous dire que si tu n'as pas plus de connaissances à l'instant, prends davantage de ce qui est devant toi. Fais de ton mieux. C'est correct de faire ça parce qu'on peut voir, on a fait une différence juste en faisant cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait en maternelle? Au début, voici qu'est-ce qu'on a fait. On a fait ce dépistage de PASTAR pour tous les jeunes de la maternelle.
On a identifié les jeunes qui étaient identifiés low average ou below average, commence à cibler des interventions en petits groupes, conscience phonologique, dans ces trois domaines-là de rimes, sons initiales et syllabes. On a aussi travaillé sur l'enseignement des lettres et les sons en maternelle en français. Et éventuellement, on a fait une évaluation pour voir combien de lettres et sons les élèves ont vraiment maîtrisé pendant l'année. On a identifié les sons et l'identification des lettres majuscules et minuscules au mois de mars et au mois de juin, juste pour voir le progrès. Mais on ne faisait pas d'intervention nécessairement en alphabet à la maternelle. C'était juste l'enseignement dans la salle de classe. En plus de tout cela, notre école était une école modèle pour l'enseignement de l'écriture selon le modèle de Regie Rotman. Alors, si vous connaissez le travail de Regie, elle est vraiment quelqu'un qui a basé son travail sur le travail de Reading Recovery. Alors, ce n'est pas du tout la littératie structurée, c'est complètement l'opposé. Mais il y a certaines choses là-dedans qui continuent, qui on a vu des avantages avec ça, qu'on essayait d'utiliser dans le nouveau contexte de littératie structurée, parce que ça nous a forcé de vraiment réfléchir sur le pourquoi de l'écrit. Et ensuite, de qu'est-ce qu'on veut vraiment cibler avec les jeunes quand ils sont en train d'utiliser l'écrit comme un outil de réflexion et de communication de leur pensée. À la fin du jour, la littératie est un outil pour développer la pensée critique et la communication de pensée. Donc, avec cette grande idée en tête, on doit vraiment être conscient de non seulement les aspects techniques qui sont essentiels au début, mais quel est le plan à long terme et comment est-ce qu'on peut incorporer ces choses. Mais à ce point ici, on n'avait pas toute la connaissance de vraiment la littératie structurée. Donc, en première année, pour continuer avec ces jeunes-là, on a ciblé des interventions pour les élèves qui n'ont pas bien réussi avec les interventions en maternelle, en conscience phonologique. On a refait l'évaluation de l'alphabet, mais cette fois-ci avec un plan pour soit faire plus de travail dans la salle de classe sur l'alphabet avec certains jeunes ou, si nécessaire, de retirer certains élèves en petits groupes pour travailler sur ça, pour que, plus ou moins par le mois de novembre, la plupart des élèves de la première peuvent au moins identifier les lettres et les sons associés avec les lettres. Et ensuite, on a commencé notre fameuse GB+, comme un outil de lecture. On a enseigné la lecture formelle, 3-queuing system, c'est sûr, et continue cet enseignement écrit selon ce modèle de Regie. Alors, tout ça pour dire qu'on a appris beaucoup en faisant cela. C'était un début. Si tu vois ton école là-dedans quelque part et tu vois peut-être on a fait quelque chose en chemin qui est un peu différent, peut-être ça pourrait être avantage pour toi, un point de rentrée, juste avec la nouvelle science derrière cela pour modifier les approches. Je vous encourage de considérer comment le faire. Juste pour vous donner une idée de l'impact de tout ce qu'on a fait, je peux vous dire qu'en 2012, avant de commencer ces interventions en maternelle, 30% de nos élèves ont qualifié pour le programme d'intervention précoce en lecture. Ça, c'est le programme divisionnaire qu'on avait pour donner de l'appui supplémentaire aux élèves en lecture dans les programmes d'immersion qui étaient offerts exclusivement en deuxième année. Chaque école est donnée un prof à demi-temps pour répondre aux besoins de ces jeunes-là et le programme peut prendre un maximum de 16 jeunes. Alors, dépendant de la population de ton école, tu reçois le même prof à demi-temps. Et si tu as un taux de 30% dans une école où il y a potentiellement 100 jeunes en deuxième année, tu ne vas pas avoir assez de place pour répondre aux besoins dans ce programme. Cependant, par 2016, où est-ce qu'on avait le premier cohorte qui ont reçu l'intervention en maternelle, il y avait juste 9% des élèves qui ont qualifié. Alors, on peut voir déjà rapidement, juste avec la conscience phonologique en maternelle, qu'on peut faire une grande différence. Nous sommes déjà en train de différencier entre les élèves qui ont des retards d'apprentissage et les élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Je te gage que si j'étais pour regarder soigneusement aux élèves qui sont dans le 9%, fort probable la majorité sont des élèves qui ont eu éventuellement des diagnostics de quelque chose par le psychologue. En 2019, juste pour vous donner que c'était quelque chose qui était durable, on est rendu à 11%. C'est à peu près le même pourcentage. Alors, on a réduit par à peu près 20% le nombre d'élèves
ayant besoin pour des interventions par la deuxième année, juste avec une intervention en maternelle et un suivi systématique jusqu'à la première année, vraiment pour l'alphabet et la conscience phonologique. Donc, l'impact de ce système, on peut dire avec certitude que la réponse à l'intervention fonctionne. Pour moi, il y a sans doute que ce modèle de RTI est un bon point de départ pour n'importe quel programme, soit un prof dans la salle de classe ou une école ou un système scolaire, parce que ça te force à vraiment identifier qu'est-ce que tu veux que les élèves apprennent, quelle est vraiment la mesure que tu vas utiliser pour établir des cibles vraiment pour les jeunes. Comment est-ce que tu vas identifier les jeunes? De l'autre partie de cela, c'est que tu vas être capable d'identifier les élèves qui ont des besoins et identifier les élèves qui répondent aux interventions, qui est très, très important. Si tu veux référer un élève à un psychologue, tu vas éventuellement référer des élèves qui n'ont pas répondu à l'intervention. Mais ce que je vois souvent, c'est qu'on va référer des jeunes aux psychologues avec aucune idée si l'élève répond à l'intervention. Et c'est là où est-ce qu'on a vraiment le plus de travail à faire, c'est d'assurer qu'il y a une réponse systématique à l'apprentissage de l'élève. Si l'élève ne réussit pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et on doit avoir un plan pour cela. Mais ça ne peut pas être un élève qui va rester pour le restant de sa vie dans le dossier des profs de service aux élèves. Ça, ce n'est pas une réponse. Quelles sont les petites cibles qu'on peut avoir pour le jeune pour mesurer la réussite? Tu peux voir en 2013, on avait commencé une deuxième partie à ce plan ici. 13% de nos élèves de deuxième à la sixième année, c'est une école MA6, avaient un retard de 1 an ou plus en lecture française selon les résultats de GB+. So, c'est tout ce qu'on avait, c'est ça qu'on utilisait. Par juin 2014, on parle dans la période d'une année scolaire, ce taux a été réduit à 4,2% après 6 mois. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on avait retiré les élèves, identifié les élèves qui avaient ce retard. On avait fixé un but avec l'élève et le parent. Et là, on a donné de l'appui avec l'élève à l'école. On avait précisé un plan pour qu'est-ce que nous autres, on va faire. Et ensuite, on avait donné un plan aux parents. On avait créé un plan avec le parent. Et parfois, le plan est très simple. Tu vas simplifier ça pour que le parent soit engagé. Parce que pour nous, c'était vraiment de dire aux parents, juste donne du temps à l'enfant de lire à toi. Et même si le livre est en français, pose des questions. Voici quelques idées que tu peux faire pour juste mesurer la compréhension. Pour ces élèves-là, c'était en effet la pratique qui manquait. Même, whole language, on sait que ça répond aux besoins de la plupart des élèves, mais il y a 15% où c'est difficile et vraiment, parfois encore plus, dépendant de la communauté. Ici, on a réduit à 4%, puis on était capable de maintenir ce taux d'élèves en grande difficulté avec des retards de 1 an ou plus pendant tout le temps qu'on avait le système en place. C'était 2 à 5%. Une chose qui est importante, c'est d'engager le parent. So, pour moi, dans ma première école, où est-ce que je sais qu'il y avait des familles qui avaient des besoins, on ne pensait pas d'être capable d'engager les parents. Mais il faut dire que quand tu invites un parent à une conversation, puis tu leur montres un peu quelle est la différence dans le type de texte que ton enfant peut lire et le type de texte qu'on veut qu'il lise, c'est très évident. Et à mon expérience, les parents sont très intéressés de donner de leur appui. Donc, très rare qu'un parent n'est pas engagé parce qu'on est rendu à un point de dire, voici qu'est-ce qu'on va faire, voici qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation. L'élève dit que lui va le faire régulièrement aussi. Et on dit que ça va durer seulement une période de temps qui est raisonnable. 6, 8 semaines au maximum, on fait un check-in et on va se parler encore à ce point-là. Et il me semble que cet aspect, c'est à court terme, ciblé, avec un check-in qui va le suivre, vraiment est un autre motivateur pour les parents. Donc, le modèle que nous autres, on avait suivi pour se rendre à ce point-là, c'était selon cette carte ici. Ça vient d'une autre présentation, mais au lieu de le traduire, je le présente en anglais. But, clinicians OT provide teaching and support to staff
On a fait beaucoup de perfectionnement au sujet de conscience phonologique, évaluation de lecture et autres aspects de la littératie, collectionner des données. Il faut avoir une collection de données, soit c'est toi pour ta classe comme enseignante, direction d'école pour ta communauté. Vous avez établi des standards pour l'école et ensuite, quel est le standard que tu vas établir pour l'intervention? Engager les parents, établir des dates spécifiques, dates d'échéance et ensuite offrir de l'appui qui va répondre aux besoins ou au moins qui cible un besoin spécifique. Et ensuite, si l'élève continue à faire du progrès, fixe un nouveau but jusqu'au temps que tu es satisfait avec le progrès du jeune et il est plus indépendant. Alors, après tout cela, qu'est-ce qu'on a découvert après 5 ans de ça? On a vu qu'il y a encore 2 à 5 dans notre école qui n'atteignent pas les niveaux qu'on voulait. Alors là, on avait besoin d'apprendre plus au sujet de l'enseignement de la lecture. Et c'est de là où on a vraiment rentré dans la recherche de la dyslexie et de commencer à parler à différentes personnes autour de notre communauté et maintenant autour du monde vraiment au sujet des meilleures stratégies selon la recherche. So pour nous, c'était de dire, c'est bien beau, on a inventé ce petit système qu'on avait en place qui semble de fonctionner assez bien pour la plupart, mais il y a certaines où ce que ça ne fonctionne pas. Et donc, on doit apprendre et inventer encore parce que c'est pas 100%. Est-ce que si moi, je suis le parent d'une de ces 5%, qu'est-ce que moi, je vais vouloir de mon école? Alors, ça me fait vraiment réfléchir en parent, collègues avec des enfants qui ont des besoins d'apprentissage. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas juste dire c'est suffisant, on a 5% qui reste. Alors, on travaille maintenant pour avoir un modèle qui est inclusif, qui va inclure tous les élèves dans la classe pour qu'on puisse répondre à tous les jeunes. Et vraiment, si on veut garder un programme d'immersion qu'on peut vendre à la communauté comme une option pour tout le monde, on doit vraiment commencer au début à enseigner le programme avec ça en tête, on peut répondre aux besoins de tous les apprenants. Alors, pour ça, lire la recherche et préciser les grandes idées dans votre travail. Comme je viens de dire, l'inclusion est numéro 1. Pourquoi l'inclusion? C'est pour le bien-être des élèves. On sait bien que ces élèves-là qui ont des troubles d'apprentissage souffrent beaucoup des problèmes de santé mentale plus tard dans la vie. On sait bien que ça a un impact sur l'estime de soi. Est-ce que tu te sens inclus dans une salle de classe ou est-ce que tu ne peux pas participer comme tes collègues? Qu'est-ce que nous avons en place pour donner cet élève de l'espoir? Et finalement, l'indépendance de tous les élèves. Un élève a un sens d'accomplissement, un sens de confiance quand il peut faire des choses indépendamment. Et c'est vraiment à nous de graduellement amener l'élève à ce point dans son développement. Parce que si on continue de donner des appuis, ça, c'est pas vraiment l'indépendance. Je peux vous partager une courte histoire que s'il y a des collègues ici sur l'appel avec nous, ils l'ont entendu déjà. Mais mon frère était gérant d'un garage de mécaniciens. Et une de nos écoles secondaires dans notre division, quelques écoles dans notre division offrent des programmes où les élèves font des apprentissages dans différentes domaines. Et donc, ils vont rentrer dans les magasins, dans les garages, travailler dans les entreprises pour avoir de l'expérience. Et ici, il y avait un élève qui était là pour être mécanicien. Et donc, mon frère lui a donné le work order avec les détails de quoi faire, puis l'étudiant lui a regardé et me dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis il dit, ben, les directives sont sur la feuille. Il dit, ben, je peux pas le lire. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il dit, ben, qu'est-ce que tu fais à l'école? Il dit, well, they read it to me. Bon, ça, c'est pas vraiment l'indépendance. Souvent, on voit des élèves qui ont des troubles d'apprentissage ou qui ne réussissent pas bien à l'école et on pense, ben, ils vont juste aller à l'école technique, ils vont être un électricien, mécanicien, ils vont faire d'autres choses, il va avoir beaucoup d'options dans sa vie. Pas vraiment. Ça limite un peu qu'est-ce qu'il peut apprendre sans avoir beaucoup d'adaptation. Et nos écoles techniques, nos écoles universitaires ne sont pas vraiment forts avec l'adaptation à ce point-ci. Donc, qu'est-ce que nous autres, on doit faire? C'est de vraiment établir des structures et des appuis pour ces jeunes pour les rendre indépendants dans leur apprentissage en lecture et écriture autant que possible avec un appui minimal après. Kilpatrick nous a dit que chaque
enfant devrait être capable, peu importe le besoin, même s'il y a des besoins cognitifs, à lire à niveau d'un enfant de la 5e année. Ça, c'est un niveau 30, en effet, de GB+. Il peut lire, il est lecteur. Alors, par la 12e année. Donc, si on sait bien que même si les élèves qui ont le diagnostic devraient être capables, on doit travailler avec ça en tête. On est capable de faire ça. So, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment de regarder quelles sont les choses qui peuvent nous aider avec cela. Alors, une des choses qui est essentielle, c'est la prédiction de qui sont ces jeunes. Ça, on fait avec des dépistages. Et quel dépistage est-ce qu'on va utiliser? On ne peut pas faire trop de dépistage. On veut avoir autant d'informations que possible, mais la recherche nous dit quels sont les meilleurs pour vraiment nous donner des indices des troubles d'apprentissage plus tard. Alors, notre plan, vraiment, c'était de construire la conscience phonologique et on a expérimenté avec quelques tests de mémoire et de rapid automatized naming. Ça, les élèves vont lire une série de couleurs ou possiblement les chiffres et aussi vite que possible. Et ça, c'est un très bon indice pour voir sa capacité de lire plus tard lorsqu'il commence à faire la lecture. Alors, on a aussi établi un questionnaire pour les parents pour voir s'il y a un historique, parce qu'on sait bien que ça, c'est un bon indice. S'il y a un historique pour les troubles d'apprentissage, ça se peut que les parents ont déjà vécu cette expérience et ça aussi peut nous donner une autre source d'information pour confirmer un peu les observations que nous sommes en train de faire. On a vu souvent qu'un enfant arrive en deuxième ou une première année et dit, ben, il y a des lacunes en lecture, on ne sait pas exactement pourquoi, ben, ça a l'air que peut-être, là maintenant, on peut rentrer avec un peu plus de confiance avec certaines informations pour dire que c'est plus probable que c'est un trouble d'apprentissage. Et cela va nous forcer vraiment à regarder la situation dans un différent contexte. Phase 2, à l'école où j'étais, c'est d'annuler le programme de IPEL, ce fameux programme que je t'avais mentionné en deuxième année. Puis on a utilisé le prof en littératie pour développer un nouveau programme. Et le programme était de faire la littératie structurée dans les classes de la première année. Et elle était là comme un co-enseignant pour travailler avec le titulaire, pour implanter ce programme, pour vraiment créer, inventer le programme et d'incorporer un concept systématique pour inclure les approches multisensorielles informées par la méthode de Orton-Gillingham. Et on va cibler l'appui pendant l'enseignement. So, quand l'élève est en train d'apprendre avec le groupe, on sait bien qui sont les jeunes qui sont en besoin de l'appui supplémentaire. On l'offre dans la classe. On offre dans le moment de l'apprentissage. Et là, après quelques semaines, quelques mois, après un peu de temps, on peut voir si l'élève a besoin encore plus. Et de là, on cherche autres appuis. C'est vraiment une qui répond dans le moment, pendant l'apprentissage. Et on pense que ça, c'est encore plus efficace. Mais la partie qui est le plus essentielle là-dedans, c'est que ça commence avec un enseignement à tout le groupe. Nous avons transformé un peu la pédagogie. Alors, phase 3, c'est de partager. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, c'est d'avoir une rétroaction. Alors, on a fait des appels. On a appelé Becky Chen. On a décidé, Becky, voici qu'est-ce qu'on fait. On a fait ça à travers Fred Genesee, vraiment. On a commencé avec Fred et j'ai partagé avec mon collègue en psychologie, Rob George, tout le travail qu'on a fait jusqu'à ce point-là avec Fred et son collègue Caroline Erdos à Montréal. Et ensuite, ils nous ont dirigés envers l'équipe à l'Université de Toronto avec Becky Chen. On a appelé Dave Kilpatrick et on a appelé d'autres chercheurs autour du monde juste pour avoir une rétroaction sur qu'est-ce qu'on fait. Et basé sur ces conversations, on a appris. On a appris que Pasteur, ce n'est pas peut-être le meilleur outil à utiliser. Ce n'est pas vraiment fiable. Alors, on a transformé ça à utiliser quelques sous-tests de CTOP maintenant. Et là, on fait un test de tous les élèves avec le CTOP. Et maintenant, on fait ça à travers toute ma division scolaire. On fait Elision, Blending, Memory for Digits, Digits and RAND Color en anglais et pour les élèves en immersion aussi. Et on fait ce dépistage au début de la maternelle, fin de la maternelle. Éventuellement, on va faire au milieu de la première année aussi. 3 fois, juste pour assurer qu'on a toute l'information possible. On a développé un questionnaire pour tous les parents qu'on va implanter aussi pour avoir l'historique familial du jeune, voir quelle langue est parlée dans la maison. On va continuer maintenant à implanter l'approche de littératie structurée dans toutes les salles de classe dans la division
Je viens de animer une session avec une équipe de collègues de la division pour tous nos profs de littératie dans la division, ainsi que des profs en service aux élèves, des profs titulaires de maternelle première année. Alors, le monde commence à expérimenter. Il n'y a qu'un expert sur notre équipe à l'instant, certaines qui sont à un point beaucoup plus loin que d'autres, qui ont investi beaucoup de leur temps lors des dernières années et donc on prend davantage de leur expertise. Mais en même temps, il n'y a personne qui se considère comme expert. On est tous en train d'apprendre. Ça, c'est correct, ça. Moi-même, comme la personne qui doit gérer l'implantation de cela pour former une équipe, je suis juste un autre apprenant avec eux. Et là, maintenant, on doit changer nos interventions pour la conscience phonologique pour qu'ils soient plus semblables aux interventions de Kilpatrick, phonémique et autres outils qu'on a vus pour l'enseignement de la conscience phonologique aux élèves. Alors, quel est l'impact? Nous commençons finalement à aligner nos pratiques avec la pédagogie et la recherche. Nous avons un partenariat établi avec l'Université de Toronto, Becky Chen et son équipe, ainsi que Fred à McGill maintenant. Les autres vont nous aider, vont regarder à toutes nos données qu'on ramasse, ils vont nous donner si le testing qu'on a fait avec le CTOP a été bien fait. Ils vont nous donner des indices en termes de quelle sorte de suivi possible pour certaines situations. On aime bien travailler avec eux parce qu'eux autres ont une bonne perspective pour non seulement les programmes anglais, mais surtout les programmes d'immersion. Fred est un des grands gourous de l'apprentissage en immersion et Becky aussi. Et aussi pour des élèves avec l'anglais langue additionnelle. Alors, c'est important d'avoir toutes ces perspectives quand on est en train d'enseigner la littératie parce qu'à la fin du jour, c'est de l'apprentissage d'une langue. Nous sommes en train d'enseigner toutes les différentes composantes de la langue. On avait partagé notre plan avec Kilpatrick, comme j'avais mentionné ça. J'étais vraiment fier d'entendre ce jour-là. Lui, il a décrit comme « That sounds ideal to me ». I was like, « Wow, jackpot ». Alors, je sais bien qu'on est sur la bonne piste quand on a du monde comme ça derrière nous en train de nous dire « Là, c'est un bon plan pour implanter la littératie structurée dans un système ». Juste pour vous donner une idée, le scope de tout le travail qu'on est en train de faire, nous avons 15 000 jeunes dans notre division scolaire maternelle à la 12e année, incluant 2500 maternelles et premières. Et cette année, nous avons fait le CTOP avec ces 2500 entre le mois de septembre et aujourd'hui. Nous sommes en train d'inventer un système pour collectionner ces données électroniquement, un système pour faire le scoring de tous ces tests aussi, parce que c'est un travail incroyable de faire à la main. Alors, on est en train d'inventer et on prend des risques. Et pour moi, dans cette situation, est-ce que j'ai un peu peur? Peut-être que ça ne va pas fonctionner. Oui, absolument. Je me mets à risque de le faire. Mais en même temps, je sais bien que ça vaut la peine. Il faut l'essayer parce qu'il y a des vies qui vont changer si on peut bien réussir. Nous avons 27 profs de littératie dans 32 écoles qui sont prêtes à embarquer sur cet expériment avec nous. Et ça, c'est important parce que c'est un gros changement dans leur rôle aussi. Co-enseignement ne figurait pas dans leur travail dans le passé. Alors, on travaille ensemble maintenant envers un modèle de co-enseignement dans toutes les écoles. Alors, comme enseignant, tu te poses la question, quels sont certains défis et solutions? Quelle langue pour l'intervention? Prends l'élève où ce qui est rendu. Si tu penses que tu peux le faire en français, en immersion, fais-le. Mais je dis qu'on sait bien que la recherche et mon expérience me dit, si tu dois commencer le plus tôt possible pour avoir l'impact maximum, je dirais, fais-le en anglais. Il n'y a pas de problème avec ça. Fais l'intervention en anglais, fais l'enseignement en français. Tu vas voir, on a mesuré ça. Le transfert, c'est fait. Il n'y a aucune question dans ma tête, ça se fait. Différencier entre un retard d'apprentissage et une trouble d'apprentissage. Si tu vois tes collègues en train de parler de leur salle de classe et le groupe d'élèves de cette année, oh, c'est un groupe tellement faible, tellement de besoins, tellement de choses, voir qui sont les élèves qui peuvent profiter de juste un peu d'appui pratique et qui sont les élèves qui ont vraiment des troubles d'apprentissage. Comment est-ce qu'ils savent la différence? Quel est l'indice? Il y a un manque de connaissances. Je ne sais pas où commencer. Ben, regarde-moi là. J'ai commencé comme prof de musique dans une école secondaire, directeur. C'est fou. Alors, où est-ce que tu commences? Tu commences où tu es. Et tu trouves des personnes qui peuvent te donner le premier support, première leçon, le premier appui. Alors, c'est là où est-ce que tu commences et n'aie pas peur de juste prendre un petit pas parce que si tu prends un petit pas à la fois, mais à plusieurs reprises, tu vas aller une grande distance.
Regarde tous les petits pas que j'ai faits dans 15 ans avec une équipe de profs qui ont marché lentement avec moi. Le vouloir d'avancer trop vite, ben, c'est une crise. On a trop d'élèves maintenant besoin. Je dois changer tout. Fais pas ça. Ça, c'est pas faisable. Tu dois commencer où tu es rendu. Euh, on a tendance, surtout les profs, euh, l'enseignement est une profession très personnelle. Les profs vont personnaliser la réussite de chaque élève. Au moins, les meilleurs profs vont faire ça. Et ils ont tendance à croire qu'ils doivent changer la vie de l'élève immédiatement. Tu ne peux pas faire ça. Tout ne tombe pas sur une personne. Ça tombe sur un effort collectif. Tu fais ta part dans le contexte que tu peux prendre ton petit pas, comme a été mentionné plus tôt aujourd'hui, et tu vas voir, ça va avoir un impact à long terme. Le concept de changer le programme de littératie, c'est juste trop large, c'est trop de changements. Une autre fois, où commencer, où tu es. Mais une chose à faire attention, quand tu parles au sujet de changement, tu risques à dévaloriser le travail du passé ou le travail de vos collègues. Comme j'avais mentionné, l'enseignement est une matière très personnelle et le monde le prend au sérieux. Alors, sois conscient de cela quand tu parles au sujet du changement. Valoriser le travail, le succès, mais voir, il y a toujours une meilleure façon. Mon rôle, rentrer là-dedans avec un sens de curiosité et d'humilité, de dire que tu ne comprends pas. Il faut être capable de dire ça. Si tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas effectuer le changement. Les profs de ton équipe vont avoir peur d'admettre la même chose. Alors, moi, je suis la première personne pour dire je suis apprenant. Établir un climat de collaboration et d'enquête dans l'école. On doit être curieux. Commence à regarder à des choses, expérimenter et apprendre, mais on va le faire ensemble. Une vision basée sur l'inclusion. Le pourquoi derrière cela est essentiel. Voir les histoires des enfants et voir qui sera exclu si tu ne fais pas cela. Ça va te donner vraiment un bon point d'influencer le comportement de tes collègues. Mettre des données. Les données pour les directions d'école sont toujours importantes. Alors, si tu veux collectionner des données pour ta salle de classe et voir le progrès des jeunes pendant l'année et partager, ça, c'est très bien. C'est très facile à comprendre. C'est des chiffres, c'est mesurable. Peut-être c'est des données d'évidence au lieu, comme des observations. Aucun problème. Il me semble aussi que soyez prêt à impliquer directement comme direction dans le processus pour apprendre. Is that lead teacher versus lead learner? I'm not the lead teacher. Moi, je suis the lead learner. Je suis là pour apprendre. Puis si tu prends cette approche, là, tu vas voir qu'il y a d'autres collègues qui sont prêts à prendre des risques pour apprendre avec toi. Alors, créer des liens pour avoir des rétroactions. Quand il n'y a pas d'appui, comme je dis, collectionner des données, invite ton admin à ta salle de classe pour observer des leçons, célébrer des réussites, mais aussi d'inviter pour donner une rétroaction très guidée. Aujourd'hui, je travaille sur l'implantation de telle chose, l'explique qu'est-ce que c'est en petits détails pour qu'ils puissent comprendre. Puis ensuite, peux-tu me donner un peu de rétroaction sur ça quand tu viens? Ça va durer peut-être 10 minutes. Moi, je serais très heureux de recevoir une invitation comme ça de mes profs, comme j'ai reçu de certains de mes profs qui ont commencé sur ce changement de littératie structurée avec moi. Alors, ça, c'est probablement la meilleure façon d'engager ton directeur ou ta directrice, c'est d'inviter dans un contexte avec une intention spécifique quand ils rentrent. On se sent très important quand on rentre avec une intention spécifique. Alors, on aime bien ça de savoir un peu de qu'est-ce qu'on cherche quand on rentre. Peut-être tu te mets dans une situation de jugement, mais je doute à la fin que ça va tomber comme ça. Tu vas voir qu'il va identifier des succès, des choses que tu as bien faites. Parle ouvertement de la littératie structurée, de faire attention que tu fais, parle de tes succès, mais de ne pas dévaloriser le travail de tes collègues. C'est dans le contexte peut-être de la célébration de tes élèves. Trouve un partenaire, comme tu as mentionné avant, d'apprendre en isolation. C'est beaucoup moins puissant que d'apprendre avec une équipe. Si tu peux même juste trouver un partenaire dans ton école ou dans ta communauté, garanti, tu vas avoir beaucoup plus d'impact. Trouve une structure pour observer des leçons de ton collègue et de faire la même chose dans ta salle de classe pour avoir cette rétroaction et dialogue. Et partage des extraits de vidéos de Kilpatrick surtout, je dirais, un bon point de départ. Avec ton admin et tes collègues parce que ça peut te donner une idée de quelle est la différence entre la littératie structurée
et la pratique qu'on voit typiquement dans une salle de classe. Et pour un dernier mot, je vais simplement dire le suivant. Il faut vraiment réfléchir. On a vu des expertes aujourd'hui dans la littératie structurée. Je doute qu'il y a une école où cette expertise existe, ou si ça existe dans une école, c'est une école très, très rare. Je ne l'ai pas vu encore. Mais imaginez un monde où est-ce que même la moitié de cette expertise existe dans une salle de classe. Quel serait l'impact de cela? Imagine si chaque personne ici aujourd'hui retourne à leur salle de classe lundi et essaie d'implanter une chose qu'ils ont appris aujourd'hui et parle à un collègue au sujet de ce qu'ils ont appris, avec toute l'énergie qui devrait venir avec ça. Quel est l'impact? Quel est l'impact si tu choisis un élève dans ta salle de classe? Cet élève-là, je sais bien qu'il y a probablement un truc d'apprentissage. Je vais le mieux comprendre quel est vraiment le besoin de ce jeune-là et moi, je vais essayer d'implanter certaines choses qui pourraient aider cet élève à apprendre. Quel sera l'impact de cela? Non, pensez que si tu as une équipe de profs à ton école qui font cela. Pense si ton admin peut parler au sujet de la littératie structurée dans une façon même un peu informée et qui comprend, dit, je ne comprends pas, mais soit tu le comprends mieux que moi, je t'appuie. Si tu avais même juste ça, quel serait l'impact sur les jeunes? À la fin de compte, à chaque fois, tu vas penser aux jeunes dans ta salle de classe et tu vas penser aux vies qui ont été changées par cela. Pense à l'impact sur la vie de l'enfant quand il arrive au secondaire, quand il est capable d'au moins fonctionner en lecture et écriture dans sa salle de classe, comparé à si tu ne fais rien pour ce jeune maintenant. L'impact sur sa santé mentale est vraiment le plus gros impact. Alors, je veux tout le monde sortir de leur expérience aujourd'hui avec beaucoup d'apprentissage technique, mais aussi un peu d'espoir que c'est possible de prendre un petit pas et de juste essayer de faire quelque chose. N'aie pas peur de prendre des risques, d'essayer des nouveautés et d'apprendre ensemble. Merci beaucoup. Wow. Merci tellement, Ron. Quel impact que tu pourrais avoir avec notre auditoire, oui. Oui. Je pense que oui, c'est magnifique que vous ayez pu réduire le taux de difficulté en lecture par 20 en faisant la conscience phonologique. Lise, on ne t'entend pas. Allez, vas-y, recommence, Lise. Je me parlais de seule, je répétais tes mots, je ne voulais même pas que tu m'entendes. Oui. Alors, oui, ce que j'ai beaucoup aimé, Ron, c'est que tu as décrit ton projet, mais tu as décrit les solutions et les étapes à suivre de façon tellement concrète avec les outils que vous utilisez. Tu as inspiré tout notre groupe. On a tellement de questions. C'est tellement bien. Une question, c'est qui faisait le CTOP? Qui fait le CTOP? On a des équipes dans chaque école. Il y a des profs en service aux élèves, des profs de littératie. Et dans certaines écoles, je sais qu'il y a des titulaires qui ont été libérés pour le faire. Les admins, moi-même, je l'ai fait quand j'étais admin dans l'école. Ça dépend, ça varie. Becky et son équipe à Toronto ont préparé une petite vidéo nous montrer comment administrer le test. On essaie de standardiser la pratique autant que possible. On utilise les enregistrements parce qu'on sait bien que la prononciation des mots peut avoir un impact sur ça. L'année dernière, on l'a fait avec 3 écoles seulement, avec 150 jeunes. Et Becky et son équipe ont vérifié les tests. On dit que c'est correct, on peut avoir confiance dans les résultats, semble produire les résultats qu'on pensait d'avoir. Donc, on a mis ça maintenant entre les mains de 32 écoles à 2500 élèves. Alors, on va voir les résultats bientôt. J'ai hâte à faire l'analyse et je vais certainement vous partager les résultats. Wow, d'accord. D'autres questions? Il y a tellement de questions, Ron. Là. La différence entre le past are puis le past, c'est quoi? Complètement différent. Le past est dans le livre de Kilpatrick. C'est plus semblable au CTOP, si tu regardes les différents tests de ça. Le past are est très différent. Ça se concentre sur le rime spécifiquement. Alors, est-ce que les mots riment ou non? Ensuite, c'était les syllabes. Il faut identifier les syllabes. Ensuite, c'est le son initial. Alors, c'est très différent. D'accord. Alors, les deux ne sont pas par Kilpatrick. Nope. D'accord. Le pasteur du tout. Non, ça vient du Manitoba. Le past, oui, ça c'est Kilpatrick, mais on ne l'a pas utilisé. Kilpatrick nous a dit qu'il ne veut pas qu'on utilise cela comme un dépistage pour tous les élèves. It's not normed. Et donc, il n'aime pas qu'on l'utilise pour cela. Et donc, on a cherché le CTOP au lieu.
juste une version modifiée cependant. Oh, intéressant. Mhm. Oh, oui, il est très commun ici en Ontario, le FAST. Mhm. Avec, euh, les fonds pour un tel projet, comment ça marche? Quel fonds? Euh, C'est ça. Il n'y a pas de fonds. J'ai pas dépensé d'argent supplémentaire pour me rendre à ce point-ci. Pour implanter littératie structurée, maintenant, on doit dépenser des fonds sur des ressources pour les écoles. J'ai investi de l'argent pour avoir Dave Kilpatrick vienne pour faire des ateliers, par exemple, et je vais payer pour d'autres ateliers dans les mois et années à venir. Mais en termes de ressources à acheter comme direction d'école, j'ai assez de ressources pour supporter la littératie dans l'école. C'est pas comme c'est inconnu. On dépense sur la littératie chaque année. C'est juste maintenant, on va cibler nos fonds de l'école envers des choses pour la littératie structurée. De l'autre côté, il y a des fonds dans chaque province, j'assume, comme ici au Manitoba, disponibles pour faire un peu de rattrapage à cause de COVID. Alors, c'est une bonne occasion de peut-être faire des investissements dans ce contexte-là aussi. D'accord. Une question que je n'ai pas vue là, au sujet du CITOP. Est-ce que le CITOP est normé avec des normes américaines? Est-ce qu'il y a un impact de ça pour nos élèves? Selon nos chercheurs, ils disent non. Les normes sont très fiables et sont très communes dans la recherche. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a choisi. C'est vraiment en consultation avec Becky et Fred qu'on a choisi le CITOP. Et Rick Wagner est aussi au courant de qu'est-ce qu'on fait, puis il est très intéressé de voir les résultats. D'accord. Oui. Il y a une question. Est-ce que vous pouvez me diriger vers une ressource pour débutants? Commencer le cheminement en littératie structurée. Well, il y a peut-être de meilleures personnes qui peuvent répondre à cela. Moi, c'était juste parce que c'était une urgence pour moi d'apprendre ça. J'ai trouvé des personnes ressources qui m'ont guidé envers d'autres personnes, à d'autres personnes, à d'autres personnes. Et à chaque fois, on est allé de un pas à l'autre ensemble. Sur chaque fois, je vais collectionner des amis avec moi, puis on est en train d'apprendre tous ensemble. Tu commences avec, je sais pas, j'ai pas même un conseil pour cela. Lise, as-tu quelque chose, Michel? Oh, oui, Michel. Moi, je vous dirais que la base, vous l'avez eu aujourd'hui, que la littératie structurée, c'est une démarche, bien sûr, ancrée dans un fondement solide au niveau de l'oral, qu'il ne faut pas départager le langage écrit du langage oral. Ça fait partie d'un tout, mais qu'il y a deux versants qui, eux, ont des particularités. C'est trop complexe pour imaginer qu'on commence à un point, puis on suit une petite ligne, puis on arrive à la ligne d'arrivée. Donc, on va apprendre une chose, on va enseigner une chose à l'élève, il va pouvoir faire 10 choses avec ça, l'élève qui développe typiquement, bien sûr. Donc, de ne pas avoir peur, de se laisser un petit peu comme le diagramme de Kilpatrick qui dit qu'il y a des interactions entre tout, puis ce n'est pas linéaire, c'est séquentiel à l'intérieur de différents domaines dont on a parlé, mais ce n'est pas linéaire. Mais oui, il y a une certaine structure, comme Lise l'a si bien mentionné, illustrée. Donc, ce n'est pas plus sorcier que ça. Donc, le pire, là, même si c'était la première fois que vous entendiez parler de ça aujourd'hui, le pire est fait. Oui. Là, vous êtes armé pour accueillir des ressources et les modifier en fonction de votre clientèle. Puis, si vous ne savez pas trop comment faire, écrivez-nous, ça va nous faire un plaisir de vous aider. Si je peux ajouter une chose, je reçois cette question souvent maintenant au sujet de point de départ. Je sais que dans le passé, j'avais encouragé mes profs de suivre la formation de Orton Gillingham comme un début parce que ça donne un bon survol pas mal intensif sur ce concept de littératie structurée. Cependant, aujourd'hui, nous a donné un excellent point de départ pour tout cela. Alors, il y a différentes pistes que tu peux suivre pour arriver à la même destination, mais il me semble qu'il y a amplement d'informations disponibles ces jours-ci pour commencer ce processus. Et en parlant du plan de leçon que nous avons partagé aujourd'hui, je disais que c'était Emily Moorhead, mais Emily, c'est un plan de leçon qui a été créé par Jan McLean du Reading Clinic à Kingston. Puis j'ai eu un commentaire que c'était très semblable au plan de leçon Foundations de Wilson, mais Foundations et Wilson sont basés sur Orton Gillingham. Alors, on parle de ce que la diapo de Michel disait. Tu peux m'aider, Michel? Systématique, explicite.
multisensoriel. Mais Orton Gillingham, il ne faut pas négliger les avancées qu'on connaît aujourd'hui à cause d'Orton Gillingham. Oui, exact. Mais dans le temps, ça s'arrêtait pas mal à la phono. Ça s'arrêtait au son. On n'avait pas intégré tous les autres volets qui sont nécessaires au niveau autant de l'oral et de l'écrit. Oui. Puis on ne les traitait pas de manière indépendante. C'est comme on va apprendre tout ça par osmose à partir du moment où on est capable de faire la conversion graphophonique, mais c'est plus que ça. La littératie structurée comprend la fluidité, la compréhension, l'écriture, la conscience phonologique, le développement du vocabulaire oral. Oui, c'est l'enseignement de ça à tous les niveaux, sans s'attendre à ce que l'élève le sache avant qu'on lui le présente de multiples fois. C'est un enseignement, il ne faut pas l'oublier. Puis c'est facile pour nous d'oublier qu'est-ce que ça a pris pour être capable de lire. Mais c'est la question que je pose aux enseignants qui sont à l'École des sciences de l'éducation. C'est pas parce qu'on sait lire qu'on sait par où commencer, parce que ça fait tellement longtemps que vous le faites, puis vous le faites bien. Oui. Donc, c'est nécessaire de... C'est pas parce que je porte un gilet de laine que je sais tricoter. C'est à peu près la même chose, là. Oui. Ah, il y a une question ici. Mais c'est correct. Maintenant, on a de l'espoir. Il y a une personne qui dit que les intervenants en éducation ne perçoivent pas toujours le besoin de se concentrer sur la lecture de façon systématique. Et c'est décourageant. Alors, maintenant, Ron nous a donné une façon de changer la perspective. Tu nous as donné, sur ta dernière diapo, comment on peut inspirer les gens dans notre école, comment on peut travailler avec un partenaire. Moi, je trouve que il n'y a rien qui arrive si on n'est pas accompagné ou si on n'est pas encouragé, si on ne travaille pas en petite équipe ou en grande équipe. Seul, c'est trop difficile, c'est comme Ron disait. Hein? OK, ensuite, il y a d'autres questions, attendez. Ron, tu as une question du Manitoba. Hein? As-tu vu ta question? Je te l'ai envoyée dans le chat. Oui. La réponse? Rappelle-moi encore de la question. Oui, attends une minute. C'était une dame au Manitoba qui ne connaissait rien là-dedans. Mais c'est vrai que tu as pu répondre à sa question pendant ta présentation. Si la dame pouvait nous réécrire, ta minute juste au cas, ta minute. En attendant, Joanne, il y a quelqu'un qui demande si on pouvait arrêter le partage d'écran. Je pense qu'il y en a qui voient seulement les visages trop petits, là. D'accord, oui. Est-ce que j'ai... Oh, there we go. Voilà, excuse. Oh oui, il y a quelqu'un qui voulait savoir, en Manitoba, est-ce que le jardin de 4 ans est demi-temps ou à plein temps? Ça, c'est la maternelle, ça? Oui. Demi-temps. Ouais, ça dépend. Dans la plupart de nos écoles, c'était demi-temps, mais dans certains, c'était à temps plein. Ah, d'accord. OK. D'accord. Alors, oui, non, je ne trouve pas la question, je m'excuse. Mais c'était une dame qui disait qu'au Manitoba, elle ne savait rien de ce qui se passe dans ton coin, Ron. Et il y a, la personne peut m'envoyer un message. J'ai répondu à la personne, mais il y a des personnes ici qui sont très fortes dans la littératie structurée et je peux tellement diriger la personne envers cet organisme. Très bien. Alors, maintenant, c'est mon tour à vous remercier chacun et chacune de cette richesse que vous nous avez offerte aujourd'hui. C'est comme Ron disait, et Michel, ben Lisa, c'est sûr. Tout ce qui a été partagé aujourd'hui, c'est ce qui est le plus solide en tant que littératie structurée ou bien la science de la lecture. Ce sont des perles qu'on n'a jamais vues en français, en Ontario et peut-être au Canada. Alors, je vous remercie infiniment, comme nous sommes chanceux de vous avoir eu. Maintenant, on a fait un tirage pour la trousse facile à lire et j'aimerais que la personne qui a gagné nous écrive un chat. Parce que si la personne n'est pas là, on a d'autres personnes. Mais non, d'accord? Attendez, c'est Caitlin qui a fait le tirage pour nous. Et voici le nom. Lynn Michaud. Alors, si, Lynn, tu peux nous écrire un petit message dans le chat, nous allons te reconnaître et nous assurer que vous recevez la trousse facile à lire. Et puis, je ne veux pas attendre trop longtemps. Attends une minute, là. OK. Alors, on ne semble pas être en train de recevoir un message, donc... Non, Lynn Michaud, oui, elle écrit à tout le monde, elle est là. Oh, bravo! OK. J'ai vu elle, puis je n'ai pas vu Lynn. Je m'excuse. Très bien. Merci, Michel. Alors, félicitations, Lynn. Maintenant, j'aimerais terminer aussi en invitant les gens
qui ont participé aujourd'hui, si vous voulez faire un don, parce que nous survivons à IDA Ontario, nous survivons seulement à partir de dons. Nous n'avons aucune subvention provinciale parce que là, ça dirigerait nos activités, puis on ne veut pas être dirigé. On veut inventer et créer et partager et aller à notre gré pour améliorer le sort de nos enfants avec la dyslexie et nos adultes avec la dyslexie. Si vous voulez faire du bénévolat, on vous invite à le faire. Aussi, je veux vous dire que nous avons une série de formations qui s'appelle, ou de webinaires qui s'appelle Literacy Leaders. Et c'est au sujet de comment on peut, nous, comme individus, faire un impact, avoir un impact dans l'environnement où nous sommes au sujet de la dyslexie. La prochaine formation, c'est le 24 novembre à 7h30 du soir. Il s'agit de vous inscrire, c'est gratuit, à notre site web. D'accord? Aussi, on vous invite à aller chercher l'aide de votre membre parlementaire pour encourager que le rapport du Human Rights Commission on the Right to Read Inquiry, que le rapport soit publié. Il a été remis encore et on ne sait pas encore lorsqu'il va être publié parce que ce rapport va avoir un très grand impact sur la façon dont on enseigne à lire dans toutes les écoles de l'Ontario et on espère plus tard dans le reste du Canada. Alors, c'est très important que le rapport sorte et on vous encourage d'écrire une lettre à votre membre du Parlement ontarien. D'accord? Alors, et merci pour toutes vos questions. Les participants, les participantes, ça a été tellement riche parce que vous nous exprimez votre curiosité, votre besoin d'apprendre, votre faim d'apprendre et votre appréciation de l'information que vous avez reçue aujourd'hui. Alors, nous sommes très heureux. Si vous voulez écrire à Michel, à Ron ou à Lise, vous êtes invités à le faire si vous avez d'autres questions. D'accord? Alors, sur ça, quelle heure est-il? C'est pas pire. Quelle heure est-il? Je vais... 15h52. Oui, on aurait officiellement 8 minutes, mais je pense qu'on a pas mal terminé. On a travaillé pendant les pauses. On a surpassé les pauses. Alors, merci beaucoup encore à tout le monde. Alors, notre journée est terminée. Merci à vous tous. Quel plaisir. Oui. Merci. Au revoir tout le monde. C'était un plaisir. Au revoir. OK.